Je traverse une période particulièrement difficile dans ma vie actuellement, période sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo sous la forme d'un vlog, parce que je pense que je peux tirer des choses assez intéressantes de ce que je vis en ce moment. Le 21 septembre de cette année, j'ai perdu mon grand-père, 3 jours avant mes 36 ans. Mon grand-père, c'est une personne dont j'étais extrêmement proche, intellectuellement, et son départ a été assez difficile pour moi. C'était une personne assez admirable à bien des égards, à la fois par son abnégation, la carrière qu'il a réussi à créer de toutes pièces, puisqu'il ne venait pas d'une famille particulièrement aisée, c'est le moins qu'on puisse dire, et aussi pour sa dévotion pour sa famille, pour ses 3 enfants, pour ses 7 petits-enfants, et également pour sa femme, ma grand-mère, qui l'a accompagné héroïquement dans la maladie pendant une 15aine d'années. C'est une personne qui me manque profondément. Je sais que vous tous et vous toutes, vous avez déjà été confrontés à ça, au deuil, que c'est assez difficile, et je vous témoigne mon soutien si vous avez connu ça récemment, ou anciennement, et que c'est toujours difficile pour vous. Et dans ces moments-là, beaucoup de souvenirs reviennent à la surface. Des souvenirs, mais également des remords. On se dit qu'on aurait dû faire plus, qu'on aurait dû être un peu plus présent, appeler peut-être plus souvent, aller voir la personne un petit peu plus souvent. Et ça nous laisse finalement bien seuls et assez malheureux face à cette réécriture finalement des faits, qui vient un petit peu troubler notre mémoire et qui tend à nous faire oublier que présent, on l'a été. Cette mémoire des faits, elle est d'autant plus troublée qu'on est généralement dans des situations émotionnelles assez instables, assez tumultueuses, et les souvenirs finissent par se modifier. Faire un travail biographique rigoureux quand on est en pleine émotion, c'est difficile. Et je comprends parfaitement que certaines personnes aient besoin de mois, voire d'années, avant de faire la paix avec eux-mêmes et la paix avec leurs proches disparus. Mon grand-père, que j'appelais Payotte, qui depuis se faisait appeler Payotte par absolument tout le monde, on pouvait le définir d'une façon assez insolite. C'était une personne qui était fascinée par les coïncidences de sa vie. Et des coïncidences, il en a connu énormément. Je n'écris pas une vidéo sur lui, donc je ne vais pas vous faire un listing de toutes les coïncidences que j'ai en tête, mais je pense que celle qui est la plus représentative de sa vie, c'est finalement la dernière d'entre elles. Pour arriver au crématorium où nous avons fait nos adieux à mon grand-père, vous êtes obligé de passer par 3 rues qui portent le nom de 3 villes dans lesquelles il a vécu dans sa vie 5 à 10 ans minimum. Je pense que son rapport aux coïncidences, lui qui était profondément athée, a aussi influé le mien. Je suis friand de ces coïncidences, je suis friand de ces événements qui ne cessent de se répondre dans ma vie parfois à quelques heures d'intervalle. Je n'y accorde aucune hypothèse divine, je n'y accorde aucune volonté, simplement le fait de hasard. Mais je crois que pour pouvoir les voir, ces coïncidences-là, il faut garder les yeux grands ouverts et rester aussi ouvert que possible au monde et aux gens qui nous entourent. Et en parlant de coïncidences, il y a tout juste 2 semaines, je suis sorti dîner avec Eva, ma meilleure amie, et Eva m'a parlé d'une autrice dont je n'avais jusque-là jamais entendu parler malgré mon amour de la littérature et des belles lettres. Elle m'a recommandé un roman en particulier de cette autrice, je l'ai noté dans mon téléphone, et puis on a fini par discuter d'autres choses et je n'y ai plus pensé. Une semaine après, ce nom était partout dans la presse. Il s'agit d'Annie Ernaux, la prix Nobel de littérature en 2022. J'ai trouvé ça assez magnifique, j'ai trouvé que ça faisait un écho assez dingue avec la vie de mon grand-père, qu'on me présente pour la première fois une autrice très réputée dans les milieux littéraires français dont je n'avais jamais entendu parler, et que le monde entier finisse par connaître son nom une semaine plus tard, ça fait partie des choses que j'aurais rêvé de pouvoir raconter à Payotte. Ce prix Nobel, il a déclenché un torrent de réactions dans la presse française et sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il faut qu'on en parle quelques instants avant de rentrer dans le vif du sujet. Ici, vous avez Radio France qui partage un article qui s'appelle « Annie Ernaux, une Nobel illégitime ?» Il y a 37 ans, c'était Claude Simon, un auteur sans début ni fin. C'est un article dont je vais vous lire que les premiers paragraphes et vous allez comprendre pourquoi. Le prix Nobel de littérature à Annie Ernaux a déclenché un torrent d'attaques contre l'écrivaine, trop plate, triviale et à peine littéraire à en croire certains. En 1985, un autre Nobel français, Claude Simon, s'était vu étrillé pour son style maniéré et ses phrases sans virgule ni point. Après l'annonce du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux ce jeudi 6 octobre 2022, de nombreuses critiques ont essaimé d'une traînée de poudre aigrie sur les réseaux sociaux ou du côté des éditorialistes, déplorant le choix de l'Académie suédoise. Certains s'étonneraient ainsi que la surface internationale d'Annie Ernaux lui ait valu une distinction d'une telle ampleur. Or, elle est étudiée dans le monde universitaire anglo-saxon dès le début des années 90, et plus largement lue depuis la traduction de son livre Les Années, à partir de 2018, qui lui vaudra une place de finaliste au Man Book Prize, achevant de la rendre célèbre. Tandis que d'autres refont carrément le match, à mi-chemin entre café du commerce et débat de voltige esthétique, jugeant pour la plupart et en substance à peine croyable qu'une œuvre pareille soit canonisée. Une hérésie pour ainsi dire, incarnée par une sorcière.
Trop peu littéraire pour les uns, la littérature d'Annie Ernaux serait ainsi revalable à une autre forme de chronique ordinaire de la société. Trop quelconque, et surtout trop féminine pour bien des autres, même si la critique avance souvent masquée. N'est-ce pas le livre de 2000, L'événement, d'une écrivaine publiée chez Gallimard depuis ses premières lignes, qui revient sur l'avortement clandestin vécu par son autrice en 1964 ? Parmi les critiques, certaines feignent encore de croire que dans ses livres, Annie Ernaux se bornerait grosso modo à raconter sa vie, entre auto-apitoiement sur la petite fille d'Yvetot et auto-consécration nimbée de fausse modestie d'une transfuge de classe, grande lectrice de Pierre Bourdieu, qui met depuis longtemps sa notoriété au service de la lutte contre le mépris de classe. Or, son « je » porte précisément parce qu'il est à la fois un « je » et bien davantage encore une écriture universelle, parce que ses détracteurs voient en elle l'apôtre du communautarisme, voire l'exonératrice coupable de l'islamisme. Ce sont autant de défauts politiques qui se retrouveraient au plus près de sa prose, encastrés jusque dans ses mots, et ce style qui manquerait terriblement de noblesse qu'Ernaux, éternel profane, ne serait pas éligible au Nobel. Des accusations telles que celles que vous venez de lire, on en retrouve énormément sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. J'ai pris mon temps pour faire des recherches à ce sujet-là. Elles semblent toutes infondées. Je vais me permettre de mettre cet article de côté, on va revenir dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, et on va en lire un deuxième. C'est un article publié dans le magazine Inferno dont je n'avais jamais entendu parler et je n'en entendrai probablement plus jamais parler parce que ça ressemble à un vrai torchon, dont le titre est Annie Ernaux, le Nobel de littérature définitivement discrédité. Alors je vais pas vous lire ce torchon d'attaque, je trouve que c'est assez lamentable, c'est juste de l'attaque ad féminem, je vais simplement vous lire ce paragraphe que j'ai mis en gras. Mais là, en ce jour du 6 octobre 2022, notre chère Académie, donc l'Académie des Nobel, s'est dépassée et a commis l'irréparable. Consacrer une aussi insignifiante greffière, totalement égotique, se rengorgeant de sa jeunesse misérable de pauvresse de bar épicerie de province, est simplement surréaliste. En quoi Annie Ernaux est-elle universaliste ? En quoi ses écrits rétrécis et nombrilistes intéressent-ils l'humanité ? Quelle brique a-t-elle apporté à la littérature française et mondiale ? De quel ciment a-t-elle consolidé l'assise universelle de la littérature ? Mystère. On parle là d'un article qui exprime clairement, ouvertement, vous aurez les liens dans la description, sa déception de ne pas avoir vu Michel Houellebecq être élu prix Nobel de littérature. Dernière lecture rapide, on va simplement le survoler, Diacritique, qui poste une tribune qui s'appelle « Heureusement, Annie Ernaux n'est pas un grand écrivain ». Un article que je ne vais pas vous lire parce qu'il est très long, mais que je vous recommande grandement, qui revient sur toutes les attaques un petit peu surréalistes qui sont formulées à Annie Ernaux depuis que l'on a appris qu'elle avait obtenu le prix Nobel de littérature. Ça reprend les arguments point par point et ça les démonte. Je trouve que c'est un billet d'opinion très intéressant et je vous le recommande. Tout ça pour dire quoi ? Ce prix Nobel, il fait couler énormément d'encre. Il a l'air de déranger pas mal de personnes et on a l'impression, à lire la majorité des critiques, que je ne vous lirai pas pour ne pas les mettre en lumière, qu'on en veut à Annie Ernaux de prendre la place d'un homme. Systématiquement, quand je lis une critique et que les gens se permettent de dire « moi je pense que c'est un tel ou un tel qui aurait dû obtenir le prix Nobel de littérature », ces gens-là citent des hommes. Avant le décernement de ce prix Nobel, je n'avais pas lu une seule ligne d'Annie Ernaux. Et c'est peu de dire que j'ai quelque peu rattrapé mon retard ces 6 derniers jours. J'ai lu 3 romans entiers d'elle, je suis en train de lire Les Années, qui est un petit peu plus long que les autres. J'ai vu Mes Années Super 8, qui est un documentaire qui passe sur Arte, dont je vais vous parler dans un instant. Et ce que je peux vous dire, et je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo, c'est que j'étais à 2 doigts de mettre un terme définitif à l'aventure du Fou Allier. Et il n'y avait probablement sur cette planète qu'une seule personne qui aurait pu m'en dissuader, c'est Annie Ernaux. Faut qu'on parle. Les 3 romans dont je vais vous parler dans cette vidéo-là, je vais vous en parler dans l'ordre dans lequel je les ai découverts. Le premier, il s'agit de L'événement, l'un de ses plus connus. Le deuxième, de Mémoire de fille. Et le troisième, de La place. Je ne vous dirai que quelques mots sur Les Années Super 8. Si jamais vous souhaitez rester complètement vierge de toute information sur ces œuvres-là, je vous invite éventuellement à mettre pause sur la vidéo, à vous procurer les ouvrages dès que vos librairies auront refait leur stock, puisque les stocks ont été vidés. Mais bon, sachez que je ne spoilerai pas grand-chose, et quelque part il n'y a pas grand-chose à spoiler. C'est une littérature qui se lit, qui se découvre, mais qui n'est pas une littérature comme on a l'habitude de la lire. On ne va pas d'un événement A à un événement B surprenant, il n'y a pas grand-chose de surprenant à dévoiler. Ce qui est très intéressant dans l'œuvre d'Annie Ernaux, c'est la façon dont elle raconte les choses, et c'est le contenu de ses témoignages. Et ça, je les dévoilerai quasiment pas. L'événement, tout d'abord,
c'est celui par lequel j'ai commencé, raconte comment Annie Ernaux tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaitait pas d'un jeune homme qui ne va absolument pas assumer le fait qu'elle soit tombée enceinte, à une période, en janvier 1964, où avorter était illégal en France. Donc une période durant laquelle les médecins n'avaient pas le droit de pratiquer l'avortement et ne pouvaient même pas orienter les femmes qui tombaient enceintes vers une structure qui pourrait les aider à avorter. Et donc Annie Ernaux raconte son errance, comment elle s'est retrouvée absolument seule dans cette période-là. Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai pris une claque en lisant l'événement comme j'en avais rarement prise dans ma vie en lisant un roman. Je pense que je peux comparer la claque que j'ai prise avec l'événement à celle que j'avais prise en découvrant Virginia Woolf par exemple, Miss Dalloway, ou Le bruit et la fureur de Faulkner, ou éventuellement ma découverte avec le nouveau roman de Nathalie Sarraute. Ça a été une claque pour moi, aussi bien dans l'esthétique, la façon d'écrire que je ne connaissais pas, une façon d'écrire quasiment sans style, avec un style blanc, comme elle en parle elle-même dans La Place, et on en parlera dans quelques instants. Et j'ai trouvé ça absolument grandiose, et aussi évidemment par la violence de ce qui est décrit. C'est un témoignage assez incroyable d'une modernité folle, que je vous recommande évidemment grandement. Donc l'événement raconte exactement ce que je viens de vous décrire, étape par étape, du moment où elle réalise qu'elle est enceinte jusqu'au moment où elle va devoir chercher de l'aide pour savoir comment elle peut réagir, la peur qu'elle a pu ressentir vis-à-vis du fait que les avortements clandestins finissent la plupart du temps mal, dramatiquement mal, si ce n'est par la mort au moins par des infections, par des problèmes de santé terribles par la suite. Et ce que j'ai trouvé incroyable de modernité dans ce roman-là, c'est que Annie Ernaux nomme la violence masculine. Elle nomme la domination masculine en toutes lettres, en tout mot. C'est quelque chose dont elle parle pour décrire les événements qu'elle a pu subir. Évidemment, on ne peut pas le jauger avec une analyse féministe radicale des années 2020. Elle subit dans le roman une agression sexuelle qu'elle ne détermine pas comme étant une agression sexuelle, et même elle trouve quelque part des excuses à la personne qui lui fait subir cet acte absolument ignoble, en expliquant qu'à l'époque tous les hommes agissaient comme ça et que c'était pas lui en particulier. Donc elle trouve finalement une excuse à son agresseur, mais elle nomme la domination masculine et la violence des hommes de cette époque à travers cet événement. Donc il y a quand même une dénonciation de la toute-puissance masculine qui est, je trouve, très osée, très engagée et profondément féministe dans l'événement. C'est aussi un roman qui est une ode non seulement aux femmes, mais aussi à la sororité. Annie Ernaux, tout petit élément que je vous dévoile, n'aura quasiment jamais l'aide d'aucun homme durant ce parcours épouvantable que c'était d'avorter dans les années 60. Et elle trouve de l'aide et du réconfort auprès de femmes parfois catholiques, très pratiquantes, fermement opposées à l'avortement, mais qui pour autant vont leur témoigner leur soutien, tenter de l'aider, de lui trouver quelqu'un qui peut l'accompagner dans son avortement, et c'est bouleversant. C'est une ode à la sororité, c'est une ode aux femmes, et il y a autre chose dans l'événement que j'ai trouvé assez formidable. Annie Ernaux, elle lit les différentes étapes de son avortement avec des chansons qu'elle avait entendues à l'époque, avec des romans qu'elle a pu lire à ce moment-là. Et elle porte un soin méticuleux à ne citer quasiment que des femmes. Dans l'événement, elle ne cite que des femmes. Elle fait une place très importante aux femmes qui l'ont accompagnée physiquement dans l'avortement, mais aussi aux femmes qui l'ont accompagnée au niveau émotionnel, au niveau artistique. Et c'est entre autres grâce à l'événement que j'ai découvert, par exemple, l'histoire de Sœur Sourire. Et je vous fais une petite parenthèse pour vous parler d'elle, puisque j'ai découvert l'histoire de cette personne absolument incroyable grâce à l'événement d'Annie Ernaux, et je pense que ça vaut la peine que je vous fasse une petite parenthèse là-dessus. Sœur Sourire, vous savez, c'est cette femme religieuse qui a été très connue pour sa chanson Dominique Nick Nick, que vous voyez ici. C'est une femme qui est rentrée dans l'ordre dominicain en 1959 et qui, pour rapporter un petit peu d'argent à sa communauté dominicaine, s'est dit « je vais chanter des chansons ». Et elle a rencontré un succès fulgurant, international en plus, c'est assez dingue, avec sa chanson Dominique Nick Nick. C'est une chanson dont le texte est pas particulièrement inspirant, qui tend à pointer du doigt les femmes qui auraient, d'après Sœur Monique, des mœurs non religieuses, qui ne seraient, je sais pas morales apparemment. Donc le texte en soi est pas spécialement intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est la vie de cette personne-là. En quelques mots, elle a vécu dans un paradoxe profond, Sœur Sourire.
Son ordre dominicain était absolument ravi du succès de ses chansons, puisque la quasi-totalité des droits d'auteur allait à son ordre, et ne supportait pas vraiment cette notoriété qu'elle jugeait, on va dire, en désaccord avec les principes religieux. Donc elle s'est retrouvée dans cette situation où son propre ordre religieux la rejetait, mais ne pouvait pas la rejeter complètement, puisqu'il y avait une question financière qui était en jeu. Toutes les religions, sans aucune exception, sont misogynes, profondément misogynes, et l'histoire de la vie de Sœur Sourire ne fait que confirmer ça. On apprend en parcourant sa biographie qu'en plus de ça, elle finit par s'éloigner de son ordre à cause de ses dissensions et qu'elle finit par s'installer avec une femme. Donc Sœur Sourire, c'est une ancienne de l'ordre dominicain qui était lesbienne et qui a mis des années à enfin s'installer avec la femme qu'elle aimait. Alors c'est très impudique, mais l'article précise, c'est sa biographie qui en parle, qu'elle a vécu très longtemps avec cette femme et qu'elles n'ont pas eu de rapport sexuel pendant très longtemps, comme si elle s'était interdit d'être lesbienne pendant de nombreuses années. Et malheureusement, elle avait créé avec sa compagne une association qui s'appelle Claire Joie, qui venait en aide aux enfants autistes. Et comme elle ne recevait pas, ni de la part de sa maison de disques, ni de la part de son ordre, avec le peu d'argent qu'elle avait touché de sa maison de disques, l'argent qui lui revenait, ses royalties, cette association a dû finir par fermer. Ça l'a plongé, elle et sa compagne, dans une profonde dépression. Elles sont devenues malheureusement toutes les deux alcooliques et elles ont fini par mettre fin à leur jour. Incroyable. Une histoire incroyable dont on ne sait finalement quasiment rien, qui se serait probablement oublié dans les limbes d'un article Wikipédia que personne ne lirait, ou presque pas. Et Annie Ernaux qui parle de ça, qui parle du suicide de Sœur Sourire, qui parle de l'histoire dramatique d'une femme qui l'a accompagnée à cette époque-là pendant son avortement. Et tout l'événement, je l'ai ressenti comme ça. Une ode aux espaces féminins. Une ode à la parole féminine, au fait qu'il est important de donner la parole aux femmes, de les écouter et de raconter leur histoire. En plus de l'événement dramatique qu'elle a subi, comme elle l'appelle, son avortement, de ce parcours de la combattante épouvantable que je recommande de lire à tous les hommes, et plus généralement toutes les personnes qui seraient contre l'avortement en général, qui seraient contre le fait que l'avortement doit être gratuit, facile d'accès, lisez l'événement, c'est absolument incroyable. Et aux hommes qui ne comprendraient pas l'importance d'avoir un espace féminin, je vous invite aussi à lire l'événement, pour que vous puissiez réaliser à quel point quand on donne la parole à une femme, et qu'on la laisse parler d'un sujet qui ne concerne que les femmes, ça donne des témoignages fantastiques. Le deuxième roman que j'ai lu d'elle, c'est La Place. Je m'étais emmêlé les pinceaux tout à l'heure, je pensais que c'était Mémoire de fille, mais j'ai lu Mémoire de fille en 3e. La Place, c'est l'histoire de son père. Premier chapitre, elle est en train de perdre son père, elle perd son père même, et elle revient un petit peu en arrière pour raconter l'histoire de son père. C'est le deuxième roman que j'ai lu d'elle et je l'ai trouvé tout aussi formidable. Formidable déjà parce que on s'aperçoit que c'est elle qui a décrété qu'elle avait une écriture qu'elle appelle une écriture blanche, une écriture sans style. Et ce grand reproche qui lui est formulé sur les réseaux sociaux, elle y répond avant même que qui que ce soit ait l'occasion de lui formuler. Elle y répond d'une manière que je trouve formidable. Dans La Place, elle explique par exemple qu'elle va raconter l'histoire de son père, en racontant la biographie également de sa famille, de sa mère, d'elle quand elle était enfant. Et elle va le raconter sans figure de style, sans chercher à rendre romanesque ou sans chercher à embellir ce qu'elle a pu vivre quand elle était enfant. Et elle l'explique avec une tournure de phrase que je trouve splendide, puisqu'elle dit « À l'époque, dans ma famille, on ne prenait jamais un mot pour un autre ». Je trouve ça magnifique. Annie Ernaux décide de raconter de la façon la plus neutre, la plus stricte possible, l'histoire de son père. Et en lisant ça, ça m'a permis de faire un pont avec l'événement. Dans l'événement, il y a beaucoup de chapitres où elle décrit son état émotionnel intérieur de façon assez forte, mais il y a aussi beaucoup de chapitres et de passages, de paragraphes, qui sont racontés de façon extrêmement détachée. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est précisément ce détachement qui semble faire de son œuvre une œuvre considérée par certaines personnes comme étant sociologique. Elle décrit de la façon la plus précise possible, la façon la plus neutre possible, ses souvenirs d'une époque, en parlant d'elle à la première personne. Et cette volonté d'être extrêmement précise, de laisser très souvent l'affect de côté pour raconter les faits tels qu'ils se sont produits à la première personne, a fait dire à de nombreuses critiques qu'en réalité, le je d'Annie Ernaux, c'était un nous. Et c'était pas le nous de n'importe qui, c'était le nous des femmes. C'était le nous des transfuges de classe. C'était le nous également des pauvres. Et ça rend, je trouve, La Place fantastique. Ça raconte ce que c'était que la pauvreté en France, ça raconte les années d'après-guerre. Ça raconte
des individus qui sont obligés de travailler à l'usine parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, ce qui me fait penser à l'endroit où moi je travaille actuellement. Ça raconte l'espoir un petit peu fou de parents d'ouvrir une épicerie. Ça raconte également leur incompréhension, en particulier celle du père, de voir leur petite fille avoir de bonnes notes. Le père a l'air de ne pas comprendre d'où viennent ces notes-là. Quand Annie Ernaux, enfant, soupirait quand elle travaillait sur ses leçons, son père avait peur que ce soit à cause de ça qu'elle ait de mauvaises notes. Il ne reliait pas le fait qu'elle ait de bonnes notes au fait qu'elle travaille, au fait qu'elle soit intelligente. Parce que quand on était dans une classe ouvrière, il n'y avait qu'une seule issue possible pour les enfants. C'était d'être ouvrier également à son tour, ouvrière à leur tour, ou femme au foyer. Annie Ernaux raconte ça aussi avec une précision formidable, le fait qu'elle savait pertinemment qu'en faisant des études, elle conservait un petit peu de liberté, la notion de liberté qui sera encore plus importante dans le 3e roman que j'ai lu d'elle, Mémoire de fille, elle est aussi omniprésente dans la place. Et quelque part, elle l'est aussi dans l'événement, puisqu'en privant les femmes de la liberté d'avorter librement, les femmes se retrouvent complètement prisonnières de la domination masculine. La place, c'est magnifique. C'est un roman qui parle des femmes à travers le portrait d'un père. J'ai trouvé que c'était formidable. Encore une fois, il y a un grand espace réservé aux femmes qu'elle cite tout au long de son roman. Les femmes qu'elle a lues, les femmes qu'elle a étudiées. Elle cite quelques hommes parfois, mais très rarement. Elle parle également bien sûr de la condition des femmes en général, de la condition de sa mère. Dans sa famille, il semblait y avoir une forme de répartition à peu près égale des tâches, mais malgré tout, c'était sa mère qui était plus fatiguée. Et ça, Annie Ernaux l'avait parfaitement compris. Elle continue à parler de domination masculine sans la nommer cette fois-ci, contrairement à l'événement, mais elle continue à en parler. La place, c'est un témoignage de la vie des femmes qui ne pouvait venir que d'une femme qui a un espace à soi, une pièce à soi, comme disait Virginia Woolf, pour pouvoir se raconter, sans être interrompue par les hommes. C'est, encore une fois, un roman que j'ai trouvé profondément engagé pour la cause des femmes, qui cite des femmes, qui met les femmes en avant, et profondément féministe. Et le dernier que j'ai lu, bon, alors celui-là, c'est le plus extraordinaire dans la qualité, je trouve, de ce qu'elle décrit, c'est Mémoire de fille. Alors, Mémoire de fille, de quoi ça parle? Ça parle de son premier rapport sexuel, qu'elle a eu quand elle avait 18 ans, je crois, dans une colonie de vacances avec un autre animateur. Et ça parle de ce premier rapport sexuel désastreux et de toutes les conséquences que ça va avoir dans sa vie, toutes les conséquences négatives. Je n'ai jamais lu avec une telle précision, avec un tel engagement, une telle volonté de raconter ce que c'est qu'être une femme. Je n'avais encore jamais lu les conséquences catastrophiques qu'un premier rapport sexuel, pas forcément totalement consenti, même s'il y a aucune brutalité, il y a eu aucune contrainte dans ce qu'elle décrit, peut avoir comme effet, comme conséquence sur la vie d'une femme, y compris 40 ans après. C'est un roman extraordinaire, Mémoire d'une fille. C'est un roman que tous les hommes doivent absolument lire. C'est le roman de la violence masculine dans sa forme la plus pernicieuse. Annie Ernaux était entourée à l'époque de personnes de milieux culturels qui ressemblaient à celui qu'elle était en train d'intégrer, puisqu'elle faisait des études. Elle se sentait en confiance avec ces intellectuels qui étaient de gauche, en tout cas qui disaient être de gauche, et qui, même s'ils semblaient dans la théorie avoir compris ce qu'étaient les rapports de domination, finalement, dans la pratique, les reproduisait sur les femmes. Et Annie Ernaux, elle ne rate pas les hommes dans ce roman, ça je vous le dis. Elle ne rate pas leur comportement, elle ne rate pas leur attitude. Mémoire de fille, c'est le témoignage que tous les hommes de 15 ans, en âge d'avoir leur premier rapport sexuel avec une fille, devraient lire. Ils devraient lire les conséquences néfastes que ça a. Quand on a un rapport sexuel, on a un rapport sexuel pour soi. Il y a une phrase que j'ai notée, que je trouve bouleversante, mais vraiment, et pour le coup, qui me fait dire que ce rapport sexuel qu'elle a eu était à la frontière de l'agression sexuelle, où elle disait quelque chose comme pour accomplir sa volonté, j'ai accepté d'oublier la mienne pendant le rapport sexuel. C'est quelque chose comme ça, c'est au chapitre 4 dans mes souvenirs. Qui d'autre qu'une femme, à qui on laisse l'espace pour l'écrire, la disponibilité pour le dire, la liberté pour le dire, pourrait raconter mieux que ça ce que c'est qu'un rapport sexuel non réellement désiré, non partagé, avec un homme qui ne pense pas réellement au plaisir de l'autre, et qui mieux qu'une femme peut raconter les conséquences que ça peut avoir sur la suite de votre existence. C'est incroyable, Mémoire de fille. C'est encore une fois la domination masculine qui n'est pas nommée comme dans l'événement, mais qui est parfaitement représentée, les conséquences que ça peut avoir sur le corps d'une femme, sur la réputation que ça lui laisse auprès des autres hommes. Ça nous rappelle une évidence, c'est que nous, les hommes de gauche,
En fait, on est autant concerné que n'importe quel homme par la question de la domination. C'est pas parce qu'on en a conscience qu'on ne la reproduit pas. Et il faut qu'on continue à travailler là-dessus. C'est un roman époustouflant qui m'a bouleversé, qui m'a mis très mal à l'aise. Je n'ai pas terminé Les Années, mais j'aurais bien aimé le terminer pour cette vidéo-là parce que ce que j'en lis pour l'instant, j'en ai lu 80 pages, me transperce tout autant. Et puis en quelques mots, c'est actuellement sur Arte, c'est gratuit, vous avez Les Années Super 8. C'est un petit peu plus léger, ça reste encore de la biographie. C'est assez peu romancé, alors attention, je ne dis pas que rien n'est romancé dans ce qu'écrit Annie Ernaux. Je suis absolument convaincu qu'il y a une part de romance, bien sûr, dans ce qu'elle raconte, dans sa biographie. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même. Les souvenirs, c'est quelque chose qui s'efface, qui ne vient pas à soi spontanément, il faut aller les chercher, et parfois on sait qu'ils sont un petit peu déformés. Donc, il y a effectivement une sorte d'antithèse de Nathalie Sarraute, où on sent que Nathalie Sarraute romance complètement son enfance. Et Annie Ernaux peut-être essaye de ne pas la romancer, mais il y a probablement une part de romance, hein, ça je ne dis pas le contraire. Bah, Les Années Super 8, c'est un petit peu la même chose que ce qu'elle a l'habitude d'écrire. Elle décrit de la façon la plus neutre possible les souvenirs qui lui viennent en fonction des images qu'elle présente dans ces images qu'elle a récupérées, je pense, dans les archives de sa famille. Très intéressant à regarder, ça dure 1 heure. Ça fait partie d'une série documentaire qui s'appelle Un peu de littérature d'Arte, qui présente, je crois, 12 écrivaines et écrivains, et je vous le recommande, je trouve ça très intéressant. France Culture, je vous ai pas oublié. Dans l'article que vous avez écrit sur Annie Ernaux, dont on a vu là avec moi que c'était une femme qui n'avait qu'une seule ambition, c'était raconter l'histoire des femmes à travers son expérience, c'était parler des femmes, faire de la place aux femmes. Et bah, France Culture, vous avez écrit un article sur le prix Nobel d'Annie Ernaux, quasiment exclusivement sur Claude Simon. À partir de ce paragraphe-là, vous ne parlez plus que de Claude Simon jusqu'à la fin. Et je trouve que ça va en contradiction totale avec l'œuvre d'Annie Ernaux qui aurait mérité, très sincèrement, beaucoup plus de place dans votre article. Quelle inspiration, Annie Ernaux. Quelle inspiration pour moi. Alors je me dis, mais quelle inspiration pour les femmes. Une personne aussi libre malgré son époque, malgré les contraintes qui pesaient sur les femmes, qui pèsent encore aujourd'hui sur les femmes. Raconter ces choses-là, faire autant de place aux femmes. Un vrai espace totalement féminin, sorore, non mixte, on dirait, aujourd'hui, pour se sentir en sécurité suffisante pour dire voilà quelle est mon histoire et voilà quelle est l'histoire des femmes. Quelle inspiration. Annie Ernaux, de ce que j'en ai lu, c'est une ode aux espaces féminins, c'est une ode à la sororité, et ça m'a fait énormément réfléchir. Les dernières nuits, j'ai plutôt mal dormi parce que j'ai beaucoup pensé à ça, et ça m'a fait réaliser quelque chose. Je sais ce qu'il faut que je fasse avec le Foilier, et c'est pour ça que je reprends la parole. Alors évidemment, quand j'épingle une personnalité un peu médiatique comme Stéphane Edouard, Thierry Casasnovas pour des propos sexistes, je suis dans mon droit, bien sûr. C'est intéressant, je continuerai à le faire. Mais pour le reste, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je continue à ouvrir cet espace féminin, que je présente au maximum de personnes possibles, des femmes ou des hommes, des écrits, des œuvres réalisées par des femmes, qui parlent des femmes, pour continuer à ouvrir ce cercle. Il y a quelque chose que j'ai réalisé en lisant Annie Ernaux, c'est que tous les hommes qui prétendent comprendre ce que c'est qu'être une femme, et qui parlent à la place des femmes, qui essayent de s'approprier les vécus des femmes, qui essayent de s'approprier absolument tout ce que les femmes peuvent vivre et qui sont caractéristiques pourtant de ce qu'une femme vit, tous ces hommes-là ont tendance à réduire le cercle qui est laissé libre aux femmes, un cercle qui est relativement restreint, qui pourrait être beaucoup plus ouvert si toutes les autrices comme Annie Ernaux étaient plus mises en avant, et tous ces hommes qui parlent à la place des femmes, et ne vous inquiétez pas, je fais mon autocritique, je parle également de moi, ont tendance à restreindre ce cercle. Tous les hommes qui parlent à la place des femmes, qui prétendent comprendre ce que les femmes vivent ou ont vécu, ou qui s'approprient les souffrances des femmes, réduisent ce cercle-là. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je continue à mettre en avant ces figures féminines extraordinaires, qui font la part belle aux femmes, qui parlent de leur expérience de femmes, et qui sont incroyablement inspirantes et qui, à mon avis, peuvent donner du courage à énormément d'autres femmes de se raconter à leur tour. À bientôt.